Bonjour Jean, Bonjour Pascal. je te remercie d'avoir accepté cet échange. Je te présente en deux mots, si je puis dire. Tu as grandi au pensionnat de Riaumont, à Liévin, donc en France, qui est devenu malheureusement tristement célèbre depuis notamment le documentaire Les enfants martyrs à Riaumont, qui a été réalisé notamment par Michel Delaporte, qui a également écrit un livre, Les enfants martyrs de Riaumont, enquête sur un pensionnat intégriste. Il se fait que toi, tu es passé en fait, Jean, dans ce pensionnat avec tes deux frères. Tu avais à l'époque 14 ans. Peut-être avant de venir au récit lui-même de ton histoire, de ce que tu as vécu et de la situation dans laquelle finalement tu as dû essayer de grandir, de devenir adulte malgré tout. Peut-être peux-tu nous dire en deux mots pourquoi finalement avoir accepté, ce dont je te remercie évidemment, mais pour avoir accepté cet échange, dans quelle optique tu le fais? Écoute, Pascal, voilà, moi, mon objectif aujourd'hui, ça a été quand même de parler de ce qui s'est passé. Mais je le fais pas que pour moi. Je le fais aussi pour tous ceux, tous les anciens, tous ceux qui sont passés là-bas à Riomont, et à la fois qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, se taisent, bien qu'aujourd'hui, depuis le passage du reportage, il y en a qui commencent à parler et qui commencent à s'adresser à Ixchel, hein, donc à s'adresser à nous, de manière à pouvoir justement témoigner. On en reçoit de plus en plus. Et je ne le fais pas que pour moi. Moi, c'est pas ça. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai commencé à parler de ce que j'ai pu vivre là-bas et ce qu'a pu vivre mes frères là-bas aussi. Hein, je pense que je parle au nom de tous, de tous ceux qui sont passés là-bas et qui ont souffert. Ouais. Il y en a un paquet, j'ai envie de dire, qui sont passés par là. On n'a pas eu d'en parler de ceux qui sont passés par là, mais on va parler évidemment de ton histoire, Jean. Du coup, j'ai envie de te demander, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a finalement amené à devoir fréquenter finalement ce pensionnat? Ben écoutez, il faut savoir que tous ceux qui vivent dans ce pensionnat, ce sont des enfants de la misère, en réalité. On sortait d'une misère pour rentrer dans une autre misère. Nous, moi, mon histoire, c'est que voilà, j'ai ma maman qui s'est séparée de mon beau-père, qui à un moment donné ne savait plus comment faire. On avait des soucis financiers, des soucis. Donc, à un moment donné, les assistants sociaux nous ont retirés, nous ont remplacés. Et c'est comme ça que je suis atterri, j'ai atterri à Riomont. Alors, quand je suis arrivé à Riomont, si je puis, on peut continuer. Quand je suis arrivé à Riomont, quand j'ai commencé à voir là où j'étais arrivé, je suis arrivé sur une grande allée où j'avais l'impression d'arriver dans des châteaux. J'étais content, heureux. Mais alors, je croyais que j'étais même au paradis. J'étais arrivé au paradis. Et bah, ce paradis s'est transformé en cauchemar. Voilà, ce paradis s'est transformé en cauchemar de jour en jour et de mois en mois et d'année en année. Alors, j'ai pas été le seul, hein, beaucoup, aussi bien mes deux frères, hein, mon frère Pierrot, mon frère Nordine. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé des séquelles, comme moi, hein, on a tous des séquelles. Hein. Mon frère Nordine, lui, c'est qu'il il n'admet pas être commandé il apprécie pas la hiérarchie, il apprécie pas tout ce qui est règles administratives, juridiques. Il est toujours dans le déni. Il a pas envie de respecter cela. Et mon frère Pierrot, lui, s'est suicidé, enfin, il s'est drogué, voilà, il s'est presque suicidé dans la drogue, dans ceci, cela, parce qu'il en pouvait plus, il supportait plus ce qu'il avait subi là-bas. Voilà. Tu as quel âge en fait, Jean, aujourd'hui? J'ai 63 ans. 63 ans et tu as donc été amené dans ce pensionnat à l'âge de 14 ans. 14 ans. Donc ça fait pratiquement 50 ans. Tu as encore des souvenirs extrêmement prégnants du moment où tu as quitté Alors, tes parents, ta famille pour entrer dans ce pensionnat. Dans quel état d'esprit tu étais en fait vraiment à ce moment-là? ben, à ce moment-là, quand on est parti de chez ma maman, on était tous inquiets de savoir où on allait aller. Hein. On savait pas trop où on allait tomber, où on allait. Et puis, on a été rassurés quand on est arrivé. Il faut savoir que, bon, par rapport à ce que je viens de vous dire, ce qu'on a vu, ce qu'on a envoyé en arrivant, la seule chose à laquelle on se tenait, c'est on nous a dit, oui, vous reverrez votre mère, oui, ceci, cela, vous inquiétez pas, vous partirez. Enfin bref, il y a eu des mots qui ont été prononcés des paroles qui ont été prononcées par les assistants sociaux, les éducateurs qui nous ont ramenés là-bas. Voilà. Donc c'était dans cet esprit-là où on est arrivé.
Et au fur et à mesure des jours, je vous dis, ça s'est dégradé. On a vécu cauchemar, cauchemar sur cauchemar, hein. Il faut savoir que moi-même, aujourd'hui, j'ai mis longtemps à me souvenir parce que j'avais tout gardé en mémoire, enfin, j'avais tout rejeté. Je voulais même plus penser à Riomont quand je suis parti. J'avais tout rejeté dans ma tête. J'avais fait un vide complet. Et c'est au fur et à mesure du temps où je me sentais mal, mais très mal jusqu'à aujourd'hui, hein. Je l'ai dit à plusieurs reprises, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que je n'arrive plus à dormir sans la porte fermée, je n'arrive plus à dormir sans un oreiller sur la tête, j'ai peur, la peur m'envahit en allant dormir, et j'ai gardé des séquelles, mais des grosses séquelles. Hmm. Les séquelles viennent de ce que j'ai pu, le traumatisme que j'ai eu là-bas. Tu te souviens, Jean, en fait, de la manière dont tes journées étaient, si je puis dire, cadencées, des violences, des maltraitances, Bien sûr. des humiliations subies? Tu pourrais Oui. Bah, écoute, éventuellement expliquer un petit peu comment se déroulaient ces journées pour les autres et puis pour toi, comment toi tu les vivais, évidemment, en particulier. moi, ce que j'ai pu vivre, moi, c'est des journées de travail. Il faut savoir qu'on était les sujets de Sa Majesté, hein, Majesté Père Revet. On était les sujets de Sa Majesté. On devait s'en tenir à ce qu'il disait, obéir. Et si on n'obéissait pas, ben, écoutez, il avait une belle ceinture autour de la taille, avec une belle ceinture autour de la taille, et il s'en servait quand il fallait. Donc, c'était des coups systématiques. À savoir aussi que même à l'école, même quand on allait à l'école, on était fatigué, crevé, on n'en pouvait plus. On dormait même presque sur les tables, il faut savoir. Et les instituteurs, les enseignants à l'époque savaient pratiquement ce qui se passait là-bas, puisque on en parlait, on en parlait. Alors oui, on recevait des coups, oui, on était battus, oui, il fallait travailler, oui, on était les esclaves de Sa Majesté. Moi, je sais que j'ai pris à plusieurs fois plusieurs reprises des coups pour avoir défendu un gamin, pour avoir défendu quelqu'un de plus faible, à plusieurs reprises. J'ai pris des coups. On me faisait travailler jusqu'à des minuit, 1 heure du matin, sans cesse. Il fallait terminer un chantier, il fallait y aller jusqu'au bout, quoi, pour terminer le chantier. Enfin, si on avait une allée à terminer, il fallait la terminer. On avait des pierres à monter, il fallait les monter, quoi. Oui, on est des coups. Sans compter que, pour moi, je parle pour moi, là, cette fois-ci, j'ai aussi des souvenirs atroces, hein, des souvenirs d'avoir vécu, d'avoir été dans les douches et pas savoir le lendemain ce qui m'arrivait, tout en ayant mal partout, et à plusieurs reprises. Et sans avoir, et sans pouvoir demander, parce que j'avais peur de demander bah, qu'est-ce qui s'est passé la veille, parce que j'avais peur qu'on me remette encore des coups ou qu'on me renvoie encore en douche. Il faut savoir que des fois, quand on allait à la douche, c'était 3 jours, hein, 3 jours de douche, hein, dans la douche, hein, à poil, tout nu et parfois avec des coups, hein, et sans compter le reste. Le reste, c'est les sévices sexuels que vous avez pu entendre dans le reportage et puis aussi dans le livre de Hinchel. Faut Hmm. savoir, voilà. Donc ça, c'est premier. Moi, mon petit frère Pierrot, je l'ai su longtemps après, hein, je l'ai su longtemps après. Il a été abusé à plusieurs reprises, plusieurs fois par le père Revet. Il n'en pouvait plus, il était pas bien. On ne savait pas pourquoi. Et il a dit à mon frère Mardi il y a pas si longtemps, avant même de partir et avant de partir de cette vie, quoi, si je puis dire. Hmm. Bien sûr, il y a, il y a aussi là-bas, il faut savoir que on nous apprenait à haïr les gens. On nous apprenait aussi à se haïr nous-mêmes et à haïr les autres. Constamment, on nous apprenait à nous battre. Constamment, on nous apprenait à nous défendre. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais on se jetait des cailloux, mais c'était des vrais cailloux. On se battait, c'était des vraies bagarres. On se tapait dessus, c'était des vrais coups. Des vrais coups. Et ça, c'était continuel. Et là, on avait le père et puis d'autres hein, qui étaient là, qui souriaient, qui étaient contents, à croire que plus ils voyaient de sang, plus ils étaient heureux. C'était du sadisme complet. Du sadisme complet. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que si on regarde les vidéos qu'ils ont laissées sur Internet ou sur YouTube, vous avez qu'à les regarder. C'est là où on se tapait dessus, là où on se faisait plus de mal. Et ils les ont laissés à croire que ça leur faisait plaisir de les laisser et puis de les revoir. Donc ça c'est honteux, quoi.
Alors, quand je pense à Bruno, tout ce qu'il a pu subir, hein, Bruno, c'est celui du reportage. Bruno, que ce soit Jean, que ce soit Bruno, Adrien, enfin, tous ceux qui sont passés par là le diront aujourd'hui. On a tous subi des séquelles, mais des séquelles graves. Jusqu'à, j'ai entendu aussi encore là, en 2019, une ex s'est fait violer. Et ça, je ne comprends même pas comment l'administration n'a pas fermé cet établissement. Et ça, j'en veux à mort à l'administration, il faut savoir. Et je ne comprends même pas comment les gendarmes, comment la police, comment les magistrats ont pu laisser faire ça, laisser faire des jeunes comme nous qui avions entre 7 et 15-16 ans, 17 ans, jusqu'à 17 ans. Il faut savoir que, voilà, il est vrai que c'est atroce, quoi, c'est atroce. Puis, tout était dans l'extrême. On était vraiment dans un cercle d'extrémistes. On était vraiment non plus dans un cercle, on était dans une machine à broyer les gens, à broyer les jeunes, à broyer les gamins. On faisait en sorte qu'ils deviennent des extrémistes et à la fois qu'ils soient soit pédophiles, parce que c'est vrai que bon, quand on regarde comment on nous traitait, ben, il est clair que je suppose que certains ont reporté ce qu'ils ont vécu là-bas. Ils sont devenus soit pédophiles, soit dans les extrêmes, soit, je ne sais pas, moi, il y en a même qui sont partis, ils sont devenus militaires parce qu'ils aimaient ça. Voilà. Et tout ça, c'est difficile d'en parler parce que ça fait mal, ça fait très très mal. Même jusqu'à aujourd'hui, là, aujourd'hui, j'ai encore des choses qui m'arrivent dans la tête et que je pensais que c'était les autres à qui c'était arrivé. En réalité, c'est à moi-même. C'est à moi-même qu'il m'est arrivé, mais je mettais ça sur la tête. J'avais réussi à faire en sorte que mon cerveau pense que c'est les autres alors que c'est moi. Donc, je sais pas si on pourrait peut-être expliquer sur le plan psychologique, parce que comment expliquer, on pourrait peut-être expliquer sur le plan psychologique. Mais là, Mhm. pour l'instant, moi, aujourd'hui, oui, j'ai encore beaucoup de séquelles. Hein, sur les coups, sur les violences sexuelles, sur tout ce que vous voulez. Il y avait des journées qui étaient rythmées, j'imagine aussi, entre guillemets, avec ce qu'on appellerait une éducation religieuse. Qu'est-ce qui vous était donné, en fait, comme éducation religieuse? Quels étaient les principes religieux qui étaient inculqués? Eh ben, l'éducation religieuse, c'était les prières, c'était aussi les baptêmes pour les grands illustres, enfin pour les personnes aisées, c'était les mariages pour les personnes aisées, on devait les servir. Ouais, l'éducation était là, c'était que la prière, la prière, la prière. Mais comment voulez-vous croire en un Dieu lorsque vous voyez comment se comportent les moines, enfin les pères et puis les frères? C'est pour nous, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, quoi. Et quand on nous parle du scoutisme, je suis désolé, c'est pas du scoutisme ce qu'on faisait là-bas, c'était pas être scout. Quand je vois aujourd'hui qu'on parle du scoutisme, je dis, mais attends, mais les valeurs, les vraies valeurs du scoutisme, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, les vraies valeurs du scoutisme, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous a appris là-bas. C'est pas non plus ce qu'on nous a fait vivre là-bas. Je suis désolé, hein. Dans le scoutisme, on parle de fraternité, on parle du bien-être, on parle du bien-être des uns et des autres, on parle de tout ça. Alors que là-bas, c'était tout le contraire, mais tout le contraire. On était vraiment dans l'extrême. Bah, d'ailleurs, il suffisait de rentrer chez le père Revet, hein. Plusieurs fois, j'y suis allé, c'est clair, hein. On regardait ses armoiries, on voyait des croix gammées un peu partout, des poignards allemands, on voyait tout ça. Et il ne parlait que de ça. Il ne parlait que de ça. Ne Oui, en parlait soi, que de ça. c'est Donc, c'est on complètement sentait délirant vraiment pour des enfants qui plus est, évidemment, de se retrouver un autre âge. dans un climat absolument délétère. Mais ça veut dire aussi, comme tu l'expliques, Jean, qu'il y avait un isolement assez terrible. Et finalement, est-ce que malgré tout, il y avait une certaine solidarité, il y avait certaines personnes qui éventuellement dénotaient et auprès desquelles il était possible de se confier, ou bien est-ce que l'isolement était total, en ce compris entre les Écoutez, enfants? c'est simple, Pascal. Pour pouvoir régner, excuse-moi, excuse-moi, pour pouvoir régner, hein, il faut faire en sorte de mettre les uns contre les autres. D'accord? Et c'était constamment comme ça. Donc, l'isolement, ça a été total. Aussi bien, on était isolé de l'école. Quand on allait à l'école, quand on n'y allait pas, par exemple, à l'école, bah, enfin, les professeurs ne se posaient pas la question de savoir où on était. Ils savaient où on était. Au travail. On était à Riomont en train de bosser. Donc, ils savaient. Donc, il n'y avait pas de question qui était posée. Donc, oui, on faisait en sorte de nous retirer de la vie extérieure pour nous garder qu'à l'intérieur.
ont été des esclaves de Sa Majesté. Tu es sorti en fait de ce système-là en fait de maltraitance à quel âge? 10 17 ans, 18 ans, 17 ans. On Mhm. a été retiré. On n'a pas été, j'ai pas été le seul à retirer. On nous a retirés. Moi, je suis parti encore au foyer après à Reims. Donc, j'ai continué dans les foyers, mais là, ça n'avait plus rien à voir. C'était le jour et la nuit. C'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et à quel âge, genre, j'ai envie de dire, tu t'es retourné sur ta propre histoire pour essayer justement de la comprendre, de faire la part des choses? Parce que j'imagine que ce que tu as vécu, évidemment, ça fait entrer aussi en confusion, ça fait que quelque Oui. part, faire la part des choses devient compliqué, que soi-même on peut, le cas échéant, tu le disais en filigrane, devenir violent par la violence même qu'on a subie. À partir de quel moment tu te rends compte qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné dans ce système? Comme je te disais tout à l'heure, on faisait en sorte qu'on puisse haïr tous ceux qui étaient autour de nous et aussi haïr la population, haïr aussi bien le Parti communiste, le Parti socialiste, les Arabes, enfin tous ceux qui n'étaient pas, qui n'étaient pas, enfin, on va dire blancs, entre guillemets. D'accord? Ça c'est clair, ça c'était comme ça. Euh, Moi personnellement, j'ai commencé seulement à essayer de comprendre et tout en souffrant, hein, à partir de 58 ans. J'ai commencé à m'ouvrir à partir de 58 ans. J'avais 58 ans et j'ai commencé à me poser la question de savoir, mais attends, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive? Je t'explique pourquoi, Pascal. Il faut savoir que j'étais violent, très violent, pas avec les femmes, hein. J'étais violent, j'étais quelqu'un de très violent. En sortie de là-bas, j'étais très violent. J'ai pratiqué les arts martiaux après pour pouvoir me calmer, mais quand je suis sorti de Riomont, j'étais quelqu'un de très très violent, on va dire. Je ne comprenais pas qu'on ne fonctionnait pas sans violence. Et ça, c'est ce qu'on m'a inculqué. On m'a inculqué aussi de ne pas aimer les autres. Mais j'étais tout le contraire. Moi, j'étais tout le contraire. Je voulais aimer les autres. Je voulais être bien avec Pierre-Paul Jacques. Je voulais être bien avec celui qui soit blanc ou maghrébin ou algérien ou tunisien ou tout ce que tu veux. Je voulais être bien. Mais le problème, c'est qu'on m'a appris à haïr. Il a fallu que je me sorte de ça. Et pour ça, j'en ai parlé à l'époque, quand je suis parti au foyer de Reims, j'en ai parlé aux éducateurs. J'ai dit, écoutez, voilà, ce qui se passe, c'est ça, ça. Et ils m'ont aidé. Et j'ai été aidé à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à tout oublier ce que j'ai vécu là-bas. J'ai commencé à oublier. Et j'ai oublié, je te dis, jusqu'à l'âge de 58 ans. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça que c'est ouvert, hein. Tu veux, j'ai fermé une porte. Dans mon cerveau, j'ai fermé une porte. Et cette porte, je ne voulais pas l'ouvrir. Et j'ai commencé à l'ouvrir parce que je me sentais mal. Parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à vivre normalement, à vivre correctement, en ayant une famille enfin bref, en ayant une famille et tout ce qui s'ensuit. Je ne comprenais pas. Et j'ai compris après que j'ai rencontré une personne qui m'a aidé psychologiquement et qui m'a fait découvrir que je cachais beaucoup de choses derrière dans tout ça. Il y avait quelque chose de caché. Et ce quelque chose, c'était tout le traumatisme que j'avais subi à Riomont. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que tant qu'on n'a pas passé cette étape de dire on va ouvrir cette porte et on va essayer de s'en sortir, on est toujours mal, on se sent toujours mal. En quittant Riomont, j'étais violent. En quittant Riomont, oui, parce qu'on m'a appris à être violent. Oui, parce qu'on m'a appris à tout le temps, tout le temps, tout le temps me battre. Mais quand Tu as je fait, dis battre, c'est vraiment. tu as fait un énorme travail sur toi quand même pour être capable justement aussi de prendre conscience de ton comportement, de ce qui s'est passé, de ce que tu as subi et aussi de pouvoir prendre la parole. Ça s'est fait quand même, j'ai envie de dire, de façon, pour le coup, un peu dans l'urgence. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est fait dans l'urgence, mais il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Si je voulais guérir, il fallait que ça sorte. Donc, j'en parle. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en parle pas que pour moi, j'en parle aussi pour tous ceux qui étaient avec moi. Les gamins qu'on s'est servi, hein, on s'est servi de certains enfants pour assouvir des besoins dont on parle depuis le début, des Mm. besoins sexuels. Mm. Et ça, c'est abominable. C'est abominable. J'en ai fait partie, hein. J'en ai fait partie, hein. Il faut le savoir. Tu Moi, as si pu, tu vois une vidéo, tu n'as qu'à regarder une vidéo où je suis à la gauche du père Revet,
C'est pas pour rien que je suis à la gauche du père Revey. C'est mm, qu'il aimait bien le père Revey pour me mettre à mm, sa gauche. mm, Mais pour des raisons très simples. mm, Donc, tu devines lesquelles. mm. Donc voilà. Donc il faut savoir que oui, j'ai subi, mais je m'étais même pas rendu compte que c'était moi qui avais subi ça, alors que je pensais que c'était les autres, quoi. En réalité, j'ai subi beaucoup, Oui, c'est ça. beaucoup de séquelles. Et Et puis, là, aujourd'hui, la porte, elle commence à s'ouvrir, qui fait très mal. Ça fait très mal parce que tu es là, tu veux dormir, tu vois des images, tu te lèves, tu essaies d'aller dormir, ça continue, et tu vois encore de plus en plus, et de plus en plus, tu te rends compte que voilà, tu as fait partie d'un réseau, oui, oui, réseau de pédophiles, quoi. Un mm, vrai réseau de pédophiles. Il faut savoir que, voilà, aujourd'hui, si tu prends Bruno, si tu prends Bruno et tu prends Jean, tu prends tous ceux qui ont fait partie de ceux qui ont parlé, bah, sans qu'on se connaisse, on ne se connaît pas, on se connaissait de là-bas, mais on ne s'est pas revu depuis X temps. Ils disent la même chose. On dit tous la même chose. Les 100 autres personnes qui ont parlé, on dit tous la même chose. On tous décrit pratiquement les mêmes faits. Donc, quand j'entends certains dire oui, mais attends, c'est oui, mais c'est. Non, 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 arrêtez de dire n'importe quoi. Je vous dis que c'est réel. N'essayez pas de faire croire que Riomont est pour rien. Ça, je pense à certains écrits qui ont été faits sur YouTube. C'est vraiment du n'importe quoi, quoi. oui, c'est ça. Et ce n'est pas un cas isolé, mais c'est véritablement un système qui a été mis en place et qui a perduré, finalement aussi aux yeux et au vu de tout le monde, en fait. Parce que Bien sûr. quelque part, les enfants étaient placés là, il y avait un village, donc quelque part, c'était un monde complètement fermé, mais en même temps qu'on ne pouvait pas complètement ignorer non plus, j'imagine. Ben écoute, c'est simple. Si tu regardes un peu Riomont commencer, tu as des voisins qui sont juste autour. Mais aux Mm. voisins, on leur a dit, les jeunes qui sont à l'intérieur, ce sont tous des délinquants. Imaginez un peu l'esprit des voisins. Ce sont tous des délinquants. Donc, je suis en train d'accueillir des délinquants pour les redresser. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est normal si on les redresse. Alors forcément, le voisinage, bah, des fois, on était mal vu par le voisinage. C'était logique, puisqu'on nous a fait tous passer pour des délinquants. Alors que moi, je suis rentré, je n'étais pas délinquant. Mes deux frères non plus. Et Bruno, qui avait 6 ans, n'était pas délinquant non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Mm, bien sûr. Donc forcément, alors vis-à-vis, alors là où moi j'en veux pas au voisinage, parce que je comprends tout à fait que, allez, ils aient été bernés, on leur a raconté des histoires. Moi j'en veux aux instituteurs, aux institutrices, eux qui sont professionnels dans leur métier, ils ont bien vu. Il y en a une qui a parlé, il y en a une qui a commencé à parler. Mais il y en a combien qui sont passés? Il y a combien d'instituteurs qui étaient là-bas? Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Le directeur d'établissement aussi faisait aussi partie. Donc pourquoi ne pas avoir dénoncé cela auprès des magistrats? Pourquoi ne pas l'avoir fait? Ils nous ont vu qu'on était fatigués, qu'on dormait sur la table. Et quand on venait pas pendant 2, 3 jours, ils savaient bien où on était. Ils ont pas fait de, ils ont pas été colporter ça auprès des magistrats ni auprès de la gendarmerie. Donc ils étaient complices. Ils étaient complices. Certainement. Complices du système qui a été fait par, je te dis, par le père Revet. Depuis les années 1960. Imagine, de 1960 jusqu'à 2023 ou 24, ça dure, ça redure. Là, il y a bien un problème. Malgré tous les témoignages, malgré tous les sévices, malgré tout ce qui a été justifié, dont les preuves ont été amenées, ça continue. Mm. On est dans un système où je ne comprends pas, je ne comprends même pas la justice. Je ne comprends même pas pourquoi ça n'a pas été plus loin que ça. Et comme souvent, malheureusement, il y a visiblement, comme dans d'autres situations problématiques, il y a une chape de plomb, il y a une omerta, il y a la volonté de ne pas voir, il y a un déni. J'ai le sentiment ici, quelque part, que ce qui est aussi assez incroyable, finalement, c'est que
la parole a pu se libérer, tu as pu, comme d'autres, revenir sur votre histoire passée, parce que vous avez fait à un moment donné une rencontre. C'est-à-dire qu'il y a eu le livre, évidemment, d'Ixchel de la Porte qui en a parlé, il y a eu ce documentaire. Tu peux un peu nous raconter, Jean, cette rencontre et la manière dont tu l'as vécu, avec éventuellement tes réticences et ce que finalement, ce oui que tu as fait dans le cadre de ta participation, qu'est-ce que ça t'a amené finalement à faire comme chemin? euh, Quels sont les changements que ça t'a permis de vivre au plus profond de toi-même? Ben, si tu veux, ça s'est passé comme ça. Un jour, j'ai mon frère Nordine qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a une journaliste qui désire nous parler, qu'est-ce que t'en dis, voilà, à propos de Riomont. Ah, j'ai dit, ben écoute, je sais pas, mais moi personnellement, qu'est-ce que cherche un journaliste? On va savoir ce qu'elle cherche. Quel était l'intérêt de sa demande? Ben, écoute, si tu veux, on peut la rencontrer, puis elle nous expliquera. Je dis, ok, pas de souci, ben, on va la rencontrer chez moi. Donc je lui dis, ben, écoute, tu lui dis de venir chez moi. Voilà. Et quand j'ai rencontré Shell, j'ai été à la fois émerveillé par rapport à sa façon d'être, et aussi de la manière dont elle parlait et de la manière dont elle a amené les choses. Elle a amené les choses, non pas en nous culpabilisant, mais en nous disant qu'on était des victimes. Et qu'en étant victime, il fallait qu'on dise ce qui s'est passé. Et qu'à la fois, ça permettrait aussi à d'autres de s'ouvrir et d'en parler. Mm. Et là, j'ai eu un déclic. Parce que dans ma vie de profane, dans ma vie de tous les jours, hein, je suis dans d'autres associations. Et là, j'ai eu un déclic. Je dit, mais oui, pourquoi pas? Et peut-être que je me souviendrai de ce qui s'est vraiment passé dans les douches. Il y avait un truc, c'était ça qui m'inquiétait le plus. Et là, on a commencé à parler, on a commencé à discuter. Et mon frère a commencé à raconter. Et là, on est venu sur mon deuxième frère, qui n'était pas là, il était décédé. Et là, mon frère a commencé à dire tout ce qu'il savait de ce qui s'était passé avec mon frère Pierrot. Et là, j'ai dit, non, mais moi, c'est la même chose. Et c'est comme ça que je me suis ouvert. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à discuter, qu'on a commencé à parler. Et je lui ai dit certaines choses qu'elle avait déjà entendues d'ailleurs, de d'autres garçons. Mm. Je dis, oui, ça rejoint ce que m'a dit un tel, ça rejoint ce que m'a dit, ce que m'a dit, ce que m'a dit. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et en démarrant comme ça, on est parti. Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis partant. De toute façon, faut que je parle. Faut que je m'exprime. J'ai besoin de m'exprimer parce que j'ai besoin d'où m'ouvrir et puis de savoir ce qui m'est, ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé pendant cette période. Parce que aussi, moi aussi, j'ai des trous dans cette période et puis je ne sais pas comment les ouvrir. Voilà. Et Oui, petit à petit, j'imagine que mon ça. cerveau s'est commencé à se découvrir. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire aussi, Jean, qu'avant ça, même si tu étais avec deux autres de tes frères, avec le frère qui en est sorti, j'ai envie de dire, vivant, vous n'avez pas eu le, le courage, l'envie de vous questionner plus avant, de revenir sur votre histoire. En fait, il a fallu quelque part, entre guillemets, attendre la venue d'une tierce personne pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous deux en reparler. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Et il est vrai qu'on avait une certaine honte d'en parler entre frères. Je savais pas. Je savais pas ce qui était arrivé à Nordine, je savais pas ce qui était arrivé à Pierrot. Et moi, d'un côté, je fermais tout, mon cerveau. Enfin, cette période-là, elle était fermée dans ma tête pour ne pas en parler. Parce que oui, il y a une certaine honte. On a honte. Vous savez, quand vous êtes gamin, vous pensez que vous êtes responsable de ce qui s'est passé. On vous fait bientôt croire que vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Puis à force, bah, vous y croyez. Mais il suffit d'un moment où on arrive à nous expliquer, entre guillemets, qu'en réalité, c'est pas vous les responsables, c'est les autres. Et là, il y a le déclic se crée, et là, on commence à parler. Mm. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, à un moment donné, quand je me suis rappelé que mon frère Pierrot était très mal et que c'est à cause de ça qu'il se droguait et tout,
J'ai dit oui, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, il faut que ça dégage, il faut que ça parte. Et c'est Mm. comme ça. C'est parti, c'est parti. Il y a eu d'abord Bruno, après il y a eu moi, il y a eu, puis ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est vrai que tant que la porte était fermée, tant que dans mon cerveau il y avait la porte de fermée, je n'en parlais pas, je ne disais rien. Bon, mais ceux qui me connaissaient bien savaient qu'il se passait quelque chose dans mon cerveau, enfin qu'il se passait quelque chose en moi, parce que j'ai jamais été bien. Je me sentais jamais bien. Et là, je t'avoue que depuis que j'en ai parlé et tout, il est vrai que c'est difficile d'en parler ouvertement à des gens par la télévision, par les médias, par ceci, cela. Bien sûr, non, Je me c'est. dis, mais je me dis en moi-même, je ne le fais pas pour moi, Mm. que pour moi. C'est pour tous ceux qui ont subi, tous ceux qui sont passés par là. Moi, j'ai rien à y gagner dans l'histoire. Au contraire, je suis appelé, j'ai été appelé plus d'une fois au téléphone où on m'a dit, bah tiens, Jean, on ne savait pas, gna gna, oui. Et puis, mais il y a quand même une honte derrière. On est là, on dit merde, comment vont penser les gens? Moi, il y en a une qui m'a dit, ouais, tu aurais dû te taire, c'est pas des choses à dire. Mais moi, C'est ça. vrai que prendre la parole, c'est toujours prendre le risque de ne pas être entendu, et c'est un petit peu du coup la double peine. Et en même temps, on sait très bien que c'est un réflexe parfois assez naturel, entre guillemets, de dire tais-toi, parce que c'est tabou, parce que ça remue, parce que ça questionne, parce qu'il y a ceux qui savaient qui se sont tus, qui peuvent éventuellement se sentir aussi quelque part coupables, le cas échéant à juste titre, mais la victime n'a pas évidemment à subir, je dirais, une deuxième fois son silence en étant contrainte finalement de se taire. Donc prendre la parole, on le sait très bien maintenant, c'est capital évidemment pour se libérer et pour ne pas rester seul à enfouir cette situation avec très souvent des maltraitances que l'on s'inflige à soi-même. Tu parlais de ton frère, mais c'est malheureusement récurrent évidemment. Soit on est extrêmement violent et on en veut à la terre entière et on est extrêmement colérique et les gens ne comprennent pas d'où vient la colère, ou alors cette colère évidemment se retourne contre soi et on meurt à petit feu et ça ronge. Donc parler évidemment que c'est Mhm. indispensable. Non, mais c'est sûr, hein, mais je le regrette pas. Je le regrette pas parce que je vais te dire, franchement, j'ai eu des messages d'anciens Mm. qui n'ont pas pris la parole et qui Mm. m'ont dit, Jean, c'est super. Et ça me suffit. Ça me suffit de rien de Ouais. savoir que certains ont subi, n'osent pas en parler, n'osent pas le dire, mais par mon intermédiaire, voilà. Je leur dis, je le dis à leur place. Mais c'est ça. Voilà. Ça permet aux personnes qui ne parlent pas pour des raisons qui leur appartiennent de sentir quand J'en même ai qui ont. seuls, de savoir que ce qui a été vécu est objectivé et qu'ils ne sont pas, ils sont pas fous quelque part. Ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vraiment vécu et tu mets en fait quelque part une histoire sur leur propre histoire aussi. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, j'en ai qui me disent, ouais, tu comprends, je suis marié, j'ai des enfants, je veux pas qu'ils sachent. Gna, ouais, ok, Mm. d'accord. Je te Ouais, c'est comprends. Je compliqué, comprends. bien sûr. Moi, voilà, je prends le risque de tout. Oui, je parle. Aujourd'hui, je parle. Je dis les choses comme ils se disent. Oui, il y a eu de la violence. Oui, il y a eu du sévisme. Oui, il y a eu pas mal de viols. Oui, ceci. Oui, c'est vrai. Oui, il y a pas à dire. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Donc, on est quand même nombreux. On est quand Mais même. ce qui est révoltant, évidemment, dans ces situations-là, c'est que, par définition, on le disait à l'entame de notre échange, les enfants qui sont placés par définition, ce sont des enfants déjà en difficulté, ici, qui venaient la plupart de familles pauvres. Donc, on peut espérer, évidemment, qu'ils sont pris en charge avec l'aval de l'État. Ici, souvent, ce sont des placements par le juge des enfants. Donc, on peut évidemment espérer que tout ça est fait avec une qualité, j'ai envie de dire, une assistance, un bien-être optimal pour les enfants. Et finalement, ce n'est pas le cas. C'est ça aussi qui est extrêmement déroutant dans cette histoire. Donc c'est un petit peu la double peine, quoi. Tu sais, dès le début, je t'ai parlé des enfants de la misère. C'est exactement ça. On était des enfants de la misère. Malheureusement, au lieu de connaître le bien-être, on a plutôt connu le contraire. On a été très mal. Donc voilà, on est rentré, on souffrait d'un côté et en rentrant chez un rayonnement, on a encore souffert, encore plus, encore plus. Mais je vais quand même te dire une chose, c'est que il y a certains, la misère, elle était grande chez eux. Donc quand ils sont arrivés à Riomont,
la misère qu'ils ont pu voir à Riomont, pour eux, c'était du gâteau. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, moi, je vois un gars comme Bruno, ce qu'il a subi chez lui, c'est atroce. Quand il arrive à Riomont, peut-être il a subi, mais peut-être que c'était moins fort que là. Tu comprends? Donc, je Oui, oui. pas que ce soit Bruno ou autre, hein, là, je prends Bruno parce que je me souviens de son histoire, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, chez eux, il y avait une certaine misère. Il n'y avait peut-être pas des violences sexuelles, mais il y avait de la misère, mais une certaine misère. Donc, quand ils sont arrivés à Riomont, le château, les machins, les trucs, même si on mangeait pas bien, il faut savoir, à Riomont, on mangeait pas bien, hein. Veut dire, euh, non, la soupe, le soir, la soupe, c'était ça, hein, la soupe et un peu de du beurre et du pain, c'était bon, quoi. Non, non, d'ailleurs, on ne sait même pas où est passé tous les finances qu'ont apporté l'État. Par contre, moi, je crois savoir. Quand on voit tout ce qui pouvait se payer en armurerie, en tout ce que tu veux, collection, enfin, ils vivaient bien le père. Mhm. Ils vivaient bien. Tu parles de la misère familiale, Familial. financière. C'est vrai qu'il y a aussi évidemment la misère affective. Et comme tu le dis, ça je crois que c'est un élément extrêmement important. C'est que finalement, quand on a évidemment vécu, le cas échéant, la violence dans son milieu intrafamilial, quelque part, on tombe dans un milieu que l'on connaît déjà et il n'y a rien de très neuf. Et à la limite, c'est même plus favorable et donc plus supportable. On va dire plus supportable. Mais derrière, il y a quand même la violence sexuelle. C'est ça. Si, elle est dure à avaler. Mm. Et prendre des coups, peut-être, certains l'ont peut-être pris chez eux, mais peut-être pas sur le plan sexuel. Les viols, il y en a, ils n'ont pas été violés chez eux, donc ils ont connu ça à Riom. Bien Donc c'est sûr. vrai que je te dis, moi tu sais, je n'arrivais même plus à me souvenir des noms, des prénoms, enfin bref, des compagnons de route de l'époque. Mais quand j'en ai revu quelques-uns après le reportage, j'étais heureux, mais heureux de les revoir. Pour moi, c'est tous ces gars-là, que ce soit Adrien, Bruno, enfin bref, tout cela, pour moi, c'est des vrais frères, quoi. Mm. Des vrais frères. Parce qu'on a vécu ensemble et on a plus vécu ensemble qu'on aurait vécu que dans notre propre famille, quoi. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu as pu discuter avec ces personnes-là, tu as pu sentir éventuellement quelque part qu'ils étaient déjà éventuellement fragiles, vulnérables, mais que finalement ils étaient sortis de Riomont plus cassés qu'ils ne sont rentrés et que encore aujourd'hui, Encore cassé. malgré la soixantaine, peut-être plus pour certains, la vie reste difficile, la vie privée, la vie familiale, tout ça est encore lourd à porter parfois pour certains, ou parfois pour certains, la vie familiale est tout à fait impossible sur le plan relationnel. Les quelques personnes que j'ai vues de mon époque, ils sont cassés. Je pourrais dire que je suis l'un des seuls, pas à avoir réussi, mais à être bien, quoi. Je veux dire, mais c'est vrai que la plupart sont cassés, quoi. Il suffit de regarder les reportages, de les écouter. Ils sont broyés, mais broyés de broyés. Broyés de broyés. Moi, j'ai eu, comme je te dis, quand j'ai quitté Riomont, on m'a emmené à Reims, dans un établissement qui était super, avec des professionnels, des bons professionnels qui ont pu nous aider. Mais peut-être qu'ils n'ont peut-être pas eu cette chance-là. Hmm. Il y a une sorte de résumé que je vais lire en partie, qui est très bien fait, je trouve, par rapport justement au documentaire euh, qui est intitulé, c'est ce que j'ai repris ici sur Internet, Jean Kelaf a grandi au pensionnat de Riomont. Je sais qu'on a abusé de moi, c'est le titre. Donc c'est un documentaire réalisé par Michel Delaporte et Rémi Bénichou qui retrace l'histoire du pensionnat de Riomont-à-Lévien en France, un établissement géré par des prêtres et des moines catholiques intégristes soutenus par les autorités publiques dans lequel des milliers d'enfants ont été martyrisés jusqu'en 2019. Au pensionnat de Riomont, l'éducation repose sur la religion, l'idéologie d'extrême droite, la violence et la pédophilie. Jean Calaf a 14 ans lorsqu'en 76, il est placé avec ses deux frères au pensionnat de Riomont sur décision d'un juge pour enfants. À leur arrivée, l'adolescent est ébloui par les lieux, mais il déchante rapidement. L'établissement est tenu d'une main de fer par Albert Revet, prêtre catholique ultra-conservateur. Dans sa maison personnelle située dans l'enceinte du pensionnat, le directeur affiche clairement sa fascination pour l'Allemagne nazie.
J'ai vu des bouquins, des croix gammées et tout ce qui s'ensuit. C'est ce que tu nous as dit effectivement ici aussi, Jean. Au pensionnat de Riomont, la discipline, c'est pas la violence. Le plus violent, c'est Revet. Mais je suis tombé dans l'autoritarisme environnant. On était tous amenés à frapper un enfant, témoigne Daniel Grandval, ancien éducateur. Une brutalité vicieuse à tous les niveaux que tu racontes. Comme ils étaient sadiques, nous, on devenait sadiques, on apprenait à être sadiques, on apprenait à se frapper les uns sur les autres, à pas ressentir. Mais comment expliques-tu finalement, parce que ça c'est quand même l'élément qui est étonnant, le placement c'est par un juge par enfant, c'est subventionné, il y a un village, il y a des responsabilités quand même là-dedans. Ça en est où? Comment les choses se passent aujourd'hui depuis le documentaire peut-être d'Ixchel, depuis son livre? Ben, Comment ça remue? alors, ce qu'ont fait les juges des enfants, c'est qu'ils en ont plus mis, ils les ont retirés, ils n'en ont plus mis là-bas. Donc, ce qui fait que Riomont aujourd'hui fonctionne avec le scoutisme, avec des gens qui acceptent de donner leurs enfants, enfin bref, pensionnés là-bas. Mais c'est plus géré du tout c'est plus subventionné par l'État. D'accord? Depuis cette date, enfin, je ne sais plus quelle date, il n'y a pas si longtemps que ça, mais depuis, ça n'a plus été comme ça. Donc aujourd'hui, Riomont fonctionne différemment. Dont un des anciens, enfin, de Riomont qui en 2019, qui a subi des sévices, qui a porté plainte. Donc, tu regarderas sur le reportage, il y en a un qui porte plainte, qui a porté plainte, des viols et tout. Donc en 2019, il faut savoir que alors, ça date il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire qu'en gros, la philosophie et la psychologie de Riomont existent encore. L'ancienne, cette façon de dictature et de sévisme et tout, ça existe toujours. Mais ça, on met ça sur le dos du scoutisme. Mais attends, le scoutisme, ça n'a jamais été ça. Moi, j'ai ici les scouts de France, que je connais bien ici dans ma ville. Ça n'a jamais été ça. Je suis allé les voir, j'ai vu enfin bref, les documents qui donnent à tous les parents et tout ici s'ensuit, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu là-bas en tant que scout, soi-disant. Alors, des scouts, spahis, chansons nazies, des, des croix gammées un peu partout. C'est vraiment pas du tout ça. Ça n'a jamais été ça, le scoutisme. Non, ça c'est sûr, encore Non, mais heureux. c'est certain, c'est certain. Oui. Donc, oui, l'État n'a pas fait son travail. L'État aurait dû surveiller, l'État aurait dû contrôler, les assistants sociaux auraient dû se descendre là-bas, voir ce qui se passe. Mais non, on a laissé faire. Parce que, attention, il faut savoir à l'époque, quand le père Revet, c'était celui qui apportait beaucoup à l'État, puisqu'il allait accueillir des enfants que d'ailleurs il n'y avait pas de place ailleurs, donc il les avait accueillis lui. Et il s'est trouvé un business pas possible. Enfin bref, un business où il pouvait gagner beaucoup d'argent. C'était ça qu'il voyait. C'était rien d'autre. C'était l'argent. C'était pas l'éducation des enfants. Parce que l'éducation des enfants, pour ce qu'il en a fait après, avec les sévices qu'il a fait, puis les viols et tout qui s'ensuit, pour moi, c'est pas ça du tout. Donc voilà, il s'est trouvé un business et puis l'État a laissé faire. Et puis en plus, ils avaient encore besoin de lui, donc ils en ont encore remis, jusqu'au jour où ça a explosé. Mm. Où ça a explosé, bah, c'est une juge d'instruction, hein, enfin une juge des enfants qui a remué cela et qui a fait en sorte que ses collègues ne puissent plus mettre d'enfants là-bas. Donc les enfants ont été retirés de Riomont. Mais c'est pas pour autant que Riomont a eu des remboursements, elle doit rembourser. C'est pas pour autant que Riomont a été poursuivi sur le plan pénal, hein. Pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Il n'y a pas eu de poursuite de l'administration vis-à-vis de Riomont. Et c'est là où j'en veux à l'administration. Et toi, personnellement, Jean, comment j'ai envie de dire, tu vois ta vie au jour d'aujourd'hui, comment tu l'envisages, quelle est la suite pour ce mieux-être? Tu as un suivi, tu as un groupe de parole, quels sont quelque part les éléments que tu mets en place pour poursuivre sur ce travail de renaissance, quand même, quelque part, et de sortie du trauma et tout ce que ça peut générer comme prise de conscience et choses à digérer? Écoute, moi personnellement, là, dans l'immédiat, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai laissé couler. Tout ce que je veux, c'est que repenser à tout ce qui s'est passé, pouvoir le dire.
et pouvoir aider ceux qui sont là-bas et ceux qui en sont sortis. Voilà mon objectif. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir réussir, entre guillemets, ma vie, hein, aussi bien sur le plan scolaire qu'autre. Il faut savoir qu'à 13 ans, je savais ni lire ni écrire hein, quand je suis arrivé à Riom, pratiquement. Je suis quand même sorti avec une maîtrise de l'université. Bon, enfin bref. Voilà, donc j'ai quand même bien réussi ma vie. Chef d'entreprise depuis tout le temps, 45 ans maintenant. Donc voilà, j'ai bien réussi. Mais je me suis toujours battu. Je me suis toujours battu. Aujourd'hui, je me bats avec mes fantômes. Alors, ce que j'appelle les fantômes, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mm. C'est tout ce qui revient, tout ce qui essaie. Je veux me battre. Mais je ne me battrai pas que pour moi. Je me battrai pour tout le monde. Voilà. Et Donc, quel- on est un groupe d'anciens à qui on partage par email, par WhatsApp, pour tout ça, où on parle, où on se dit les choses. Et puis, on espère que ça va bouger. On espère que les choses vont se décanter, vont bouger, et que les gens vont prendre conscience que oui, effectivement, il n'y a pas que il n'y a pas que, il n'y a pas que des extrémistes du côté du Maghreb. Hein. Il y a aussi en France, ça existe aussi des extrêmes en France. Et ces Mm. extrêmes-là ont créé des soldats. Et j'en ai fait partie, Mm. ces soldats. Aujourd'hui, je le dénonce. Mm. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Jean, peut-être à ceux qui sont passés comme toi par Riomont, mais qui sont encore enfermés dans le silence? Mais moi, je leur dirais ceci, je leur dirais, écoutez, j'ai fait comme vous pendant des années, et c'est pas pour autant que j'étais heureux. Depuis que j'en parle, je me sens mieux. Faites comme moi si vous voulez, mais ne restez pas dans le silence. Car votre vie continuera et vous serez toujours mal. Parlez. Voilà ce que je dirais. Tu as encore éventuellement envie d'aborder un sujet sur lequel on n'aurait pas encore parlé, qui est important? Ben, je pense qu'on a tout dit là. Il me semble aussi, mais je te laisse le mot de la fin. Ben, écoutez, Pascal, je te remercie je te remercie pour cette interview. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir assez rapidement avec Ixelles et puis qu'on puisse partager un bon moment en compagnie des uns et des autres. Volontiers, mais en tout cas, merci Jean d'avoir De pris la rien. parole. Je pense que c'est important, certes pour les autres, mais je pense pour toi aussi, parce que quelque part, quand on prend le courage de la parole, il est normal que, au moins pour partie, cette parole nous soit bénéfique, nous fasse du bien aussi sur notre propre chemin de reconstruction. Donc, merci à toi également, Jean, pour cette prise de parole. Ben, je te remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.